Je décortique pour vous le premier teaser de la saison 2 de House of the Dragon attendu pour l'été 2024. Ce sera d'abord sans spoiler avec des réflexions d'ensemble, puis ensuite avec spoiler pour les lecteurs et lectrices, ou celles et ceux qui se foutent de connaître l'histoire à l'avance. Évidemment, il y aura potentiellement d'énormes spoilers sur la première saison. House of the Dragon est arrivé en 2022 avec une pression énorme sur les épaules, si une série a des épaules. Game of Thrones, c'est une série qui a été autant adorée que critiquée pour ça ou ces dernières saisons, et pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et pourtant, House of the Dragon a réussi à s'imposer avec une véritable démonstration de force. L'adaptation de Feu et Sang de George R.R. Martin s'est imposée dès sa première saison, alors même qu'elle devait introduire énormément de personnages et poser les jalons avant que ne débute la véritable Danse des Dragons, la guerre terrible opposant le camp des Verts à celui des Noirs et qui a décimé les forces des Targaryens et notamment leur cheptel de dragons. En parlant d'adaptation, si vous souhaitez profiter de Feu et Sang en version livre audio, ou même du Trône de Fer, voire de Hunger Games, ou même de Lux, le dernier roman de Maxime Chatham, vous pouvez le faire gratuitement pendant les 45 jours d'essai de Nextory. Nextory est une application proposant des livres numériques, des livres audio, de la BD et même de la presse. Pour en profiter, passez par le lien disponible en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Chaque souscription à l'essai gratuit soutiendra la chaîne, alors faites péter les scores, ça m'aiderait vraiment. J'en viens à mes premiers ressentis sur ce teaser, ressentis qui portent sur l'esthétique, l'ambiance et le rythme. L'esthétique nourrit l'ambiance bien sûr, et dans ce teaser, on retrouve immédiatement ces couleurs qui semblent justes et souvent naturelles. On n'est pas dans un simple filtre grisâtre pour faire Moyen-Âge d'opérette, mais c'est un ciel gris qui accompagne l'humeur d'une Rhaenyra dévastée face à la mer pour nous plonger directement dans les conséquences de la fin de la première saison. Que ce soit dans les scènes d'intérieur ou d'extérieur, la lumière est toujours aussi maîtrisée. Durant la première saison, la compression des épisodes, alors diffusés sur OCS, avait pu laisser croire à une mauvaise nuit américaine, trop sombre, peu lisible sur la plage de Père-Dragon par exemple, mais la version Blu-ray UHD prouvait qu'il n'en était rien. Cette lumière qui provient du ciel ou encore des flammes vient souligner l'ancrage profond du jeu des interprètes ou flatter des costumes si réussis qu'ils participent grandement à cette illusion d'y être, presque comme si nous regardions des archives d'une époque et d'un lieu n'ayant jamais existé, et encore moins avec des caméras. Regardez notamment ce plan incroyable de Rhaenyra couronnée. La puissance qui se dégage de l'image est folle, une reine entre ombre et lumière, à l'expression intense et portant une tenue qui ne laisse aucun doute quant à son statut, exprimant l'évidence de la puissance targaryenne. Un lac dont le bleu-gris se confond avec celui du ciel et une Alicent Hightower qui semble contempler des idées potentiellement suicidaires et qui joue autant sur la symétrie avec Rhaenyra auprès de la mer qu'avec un imaginaire chevaleresque et mythique, ambiance Dame du Lac. Deux torches, une route enneigée entre les conifères et des cavaliers en vêtements très sombres, nous voilà déjà dans le nord de Westeros en une seule image puissamment évocatrice de nos souvenirs, sans pour autant trahir le fait que nous soyons au nord ou au sud du mur, même si je penche plutôt pour cette seconde option. Le vert d'une prairie vallonnée encaissée entre les sentinelles d'une forêt majestueuse, les flammes d'un enfer déchaîné depuis les cieux. J'arrête là, mais vous avez saisi, le visuel me semble vraiment abouti, d'autant qu'on est à plus de 6 mois de la diffusion de la série. Esthétique au service de l'ambiance, comme je le disais, on pourrait même préférer à ambiance le terme de genre, puisqu'on se situe à 100% dans la tragédie. Les visages sont fermés, ravagés par le chagrin et la colère, la détermination d'en découdre et de tuer ne fait aucun doute. C'est d'ailleurs une piste de légère inquiétude que j'évoquais déjà lorsque je couvrais la première saison en 2022. Feu et Sang ressemble beaucoup à un catalogue d'horreur, à une litanie de morts tragiques et de vies gâchées. Alors bien sûr, si vous me connaissez un tant soit peu, je suis loin d'être le premier à demander de la légèreté quand la gravité est de mise, et on ne connaît que trop bien ces films perclus d'humour de désamorçage. De ce fait, sans forcément penser à de l'humour qui tâche, je me demande où cette saison 2 pourra trouver des moments de tendresse, de légèreté qui existaient, je pense, en première saison, et souligner avec d'autant plus d'amertume la direction prise par les multiples protagonistes. Il va de soi que cette question ne pouvait pas trouver réponse dans un teaser d'1 minute, il est normal d'y faire la part belle à la tension, aux machinations et aux promesses de bataille de feu et de sang. Proposer le contraire serait mentir sur la marchandise. Peut-être y aura-t-il quelques traces d'humour noir durant la saison,
Nous verrons bien. Je parlais enfin de rythme, et celui de ce teaser nous emmène rapidement de la haine qui couve à la colère qui gronde, du pas des armées en marche jusqu'au heurt des armes et aux hurlements atroces de la guerre ou des révoltes. La symétrie qu'on nous propose entre Alicent et Rhaenyra, on la retrouve entre Criston Cole et Daemon, qu'on voit tous deux procéder à une exécution par décapitation. Tout du moins, on en a l'impression pour Daemon. On comprend bien qu'on a d'un côté ces deux anciennes amies qui se haïssent, et de l'autre, ces deux hommes ivres de violence qui porteront leur soif de sang par monts et par vaux. Et tout cela se termine sur la silhouette titanesque de Vhagar, cet immense dragon, dernière survivante de l'époque de la conquête, et récupéré par Aemond en saison 1, ce qui en fait littéralement le plus énorme atout du camp des Verts. J'ai une impression, vous me direz en commentaire si vous la partagez, ce qui aidera la vidéo face à l'impitoyable algorithme YouTube au passage, l'impression donc que les Verts sont représentés plus souvent dans ce teaser comme la menace, voire les méchants purs et simples. Et je pense que c'est volontaire et que la saison ne fera que davantage jouer avec cette idée qu'on devrait tous, chacune et chacun, choisir notre camp alors que nous serons horrifiés tour à tour par les actions des uns et des autres. Bon, maintenant que vous êtes évidemment abonné à la chaîne, par légitime crainte d'une décapitation crématoire et plus si affinité, je vous propose de passer à la partie spoiler qui consistera à décrire ou deviner les situations et éventuels nouveaux personnages de la plupart des séquences de ce teaser. Je vais faire ça par ordre chronologique, alors préparez les merguez et surtout le poulet à volonté. On commence alors qu'une Rhaenyra dévastée se tient seule face à la baie des naufragés, alors que se découpe à l'horizon la silhouette très reconnaissable, avec son dôme arrondi notamment, de la tour d'Accalmie ou Storm's End en VO, le siège bien sûr, vous le savez, du pouvoir de la famille Baratheon. Rhaenyra recherche peut-être les restes de son fils Lucerys, ou contemple simplement l'immensité dans laquelle son corps est désormais perdu suite à la terrible erreur d'Aemond qui poursuivait bien sûr Lucerys en fin de première saison sur le dos de l'immense Vhagar. Je parle d'erreur puisque les scénaristes estiment que l'acte n'était pas intentionnel, du moins pas celui de tuer directement Lucerys. Pour rappel, Rhaenyra portait déjà le deuil de son père Viserys et celui de son enfant mort-né. Entre ce chagrin incommensurable et le couronnement express d'Aegon II du nom, ça va chier des bulles carrées, comme on aime le dire, en haute société. Rien à dire sur Aegon approchant le trône, justement, sinon que son interprète maîtrise à merveille ce petit air suffisant de connard insupportable. Ensuite, Daemon saisit son casque, ouvragé bien sûr, et quitte un intérieur triste aux fenêtres colossales qui pourrait éventuellement correspondre au château de Harrenhal. Son armure entièrement noire est à elle seule un emblème du camp pour lequel il maniera le feu et l'acier sans aucune mesure ni pitié, mais sans doute avec pas mal d'efficacité, voire d'intelligence. Ce campement de l'armée des Noirs a de bonnes chances de se situer dans le Conflent ou les Riverlands en VO. En effet, c'est une région stratégique que Daemon identifiera rapidement comme étant susceptible de soutenir la bannière de sa nièce et épouse Rhaenyra. Une armée en appelle une autre avec les troupes de Hightower en marche pour les Verts bien sûr, avec Sir Criston Cole à leur tête, à n'en pas douter. Sur ces boucliers, l'agneau blanc sur champ vert ou champ sinople, comme on le dirait en héraldique pur et dur, correspond aux armoiries de la maison Castelfoyer, tandis que les trois chevrons rouges sont ceux de la maison Rosby. Cette ligne prête pour la bataille pourrait correspondre au sac de Sombreval ou au siège de Repos des Freux. On verra que les Verts ont des moyens bien à eux pour convaincre certaines maisons de combattre sous leur bannière. Otto Hightower sera sans doute celui qui apportera la nouvelle de la mort de Lucerys à sa fille Alicent, et le duo déduira logiquement qu'une guerre totale va s'en suivre, plus de quartier possible. L'information restant la denrée la plus précieuse, Alicent discute avec Larys Fort, ce qui lui permettra d'attendre Rhaenyra de pied ferme, très ferme même. Les gens réunis sur cette plage pourraient aussi bien tenter de retrouver les restes de Lucerys et de son petit dragon qu'amener à Père Dragon justement les candidats semences de dragon, alors que les Noirs chercheront des hommes capables de monter leur dragon dépourvu de cavaliers. De toute évidence, Criston Cole aime raccourcir, que ce soit sa coupe de cheveux ou celle des gens qu'il décapite, pour se donner de l'importance. Le malheureux condamné porte les atours d'un noble, j'en ai bien l'impression, et il pourrait s'agir de Gunther Sombrelin, seigneur de Sombreval. Il aura sans doute été jugé coupable de trahison envers la couronne d'Aegon II, et ça pardonne pas. La vue sur la mer confirme cette idée puisque Sombreval est une ville portuaire, le plus grand port avant la conquête et l'édification de Port-Réal bien sûr, qui lui a volé la vedette depuis un bail. On remarque la transition entre la tête qui s'apprête à rouler et cette boule qui roule déjà. On reconnaît bien sûr les sphères utilisées par les membres du Conseil royal restreint
au Donjon Rouge. Peut-être s'agit-il ici de celle d'Aegon II qui préfère souvent jouer, que ce soit avec ça ou ses boules, plutôt que d'écouter ou de faire des choses plus constructives. Et quand on parle du loup, on en voit le bout de la queue ou pas loin, puisque les deux plans suivants mettent presque face à face Aegon, deuxième du nom, et Rhaenyra, sachant que cette dernière a environ à la louche 50 fois plus la classe que son demi-frère. Ce jeune homme noir qui regarde un dragon dans le ciel correspond sans doute à Adam Velaryon, un bâtard Velaryon, qui répondra à l'appel du camp noir à la recherche de candidats chevaucheurs de dragons. L'hypothèse est nettement soutenue par l'identité du dragon en question, qui n'est autre que Fumée des Mers, Fumée EE, pas Fumée ER bien sûr. Ce dragon était celui de Laenor Velaryon, le fils de Corlys et ancien époux de Rhaenyra, qui a orchestré sa fausse mort pour se barrer de ce pays de cons. Il a sans doute bien fait. Cette armée que nous voyons sortir du couvert des arbres transporte du matériel de siège, donc il s'agit sans doute de la préparation du siège de repos des Freux, la demeure de la maison Staunton, qui ne se situe pas très loin de Sombreval. Dans cette scène où les bougies donnent vie à la table cartographique, on peut parier que le conseil de guerre de Père Dragon discute justement de l'action à mener suite à la chute de Sombreval. Ici, Daemon semble sur le point d'exécuter quelqu'un dans un bois sacré. Il s'agit probablement du bois sacré de Harrenhal, et si je devais parier sur l'identité de la cible, je dirais soit Paxter Fort, fils de Simon Fort, ou Simon Fort lui-même, que Daemon pourrait épargner in extremis. La série vient nous rappeler sans ambiguïté aucune l'ambition nourrie par Aemond pour le trône de fer sur lequel est installé son grand frère, vous savez, le spécialiste des boules. Ces cavaliers qui avancent dans le nord de Westeros pourraient correspondre aux hommes de Cregan Stark, celui-là même qui passera avec Jacaerys Velaryon le pacte de la glace et du feu. Alors peut-être que vous en aviez déjà un, mais peut-être aussi que vous attendiez un personnage que vous pourriez soutenir à fond en première saison. Eh bien sachez que Cregan Stark pourrait peut-être vous convenir enfin en saison 2. Attention maintenant, préparez-vous à mon analyse de la scène du lac. Alicent a le seum. Voilà, de rien, c'est aussi à ça que servent les spécialistes, que je ne suis même pas d'ailleurs. Une rencontre, voire un face-à-face entre Rhaenyra et Adam Velaryon, respectivement devant Syrax et Fumée des Mers. Rhaenyra pourrait initialement se méfier de ce bâtard et roturier qui aurait en quelque sorte usurpé le dragon de son ex-mari. Un plan sur faux dragon pour nous rappeler l'importance symbolique de ce lieu de Port-Réal, puis une image saisissante du visage de la reine Helaena, sœur et épouse d'Aegon II. Son visage et la procession marquée au tambour correspondent sans doute à la même séquence, celle d'un cortège funéraire dont vous connaissez le malheureux concerné si vous avez lu Feu et Sang, sur Nextory par exemple. Elle porte un voile de deuil et on sait que les visions qu'elle exprimait déjà en première saison pourraient sans doute s'exprimer de nouveau en deuxième. Ensuite des cavaliers, la guerre, les ravages du feu et des dragons, sachant qu'on reconnaît au sol les armoiries de la maison Roseby, j'ai envie de dire d'un côté que ça devient la maison Roseby grillée, et de l'autre que c'est donc un dragon du camp noir qui crache ses flammes. Et attention, un pro-type, en cas de souffle de dragon, jetez-vous de côté, c'est imparable. Dans toute cette folie meurtrière, la voix de Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais, nous lâche la phrase qui résume toute la série, et que je vous traduis à l'arrache. Il n'y a pas de guerre plus honnie des dieux que celle qu'on mène contre son propre sang, et pas de guerre plus sanglante que celle qui oppose des dragons. Et voici Baela Targaryen, fils de Daemon et Laena Velaryon, qui survole un champ de bataille, potentiellement celui du repos des Freux, étant donné son état émotionnel, même si elle n'y était pas présente dans le livre. Et nous voici de retour à Port-Réal avec une grosse ambiance à Saïra, les aristocrates à la lanterne, avec même une embrouille vestimentaire, sans doute, entre un partisan des bonnets marrons et la reine douairière, même si là, elle est plutôt devant. On remarque qu'elle porte encore un voile de deuil, donc à voir si cela survient durant la procession funèbre ou peu de temps après. Je n'ai absolument aucune idée quant à l'identité du jeune homme qui dégaine ici, par contre celui qui brûle ensuite, c'est Jean-Pierre Padbol, un soldat. Et voici un plan rapide qui nous révèle la reine Helaena menacée d'une lame contre la gorge, à n'en pas douter par un certain Fromage, un individu absolument délicieux, dont on découvrira toute la glorieuse personne dès le premier épisode de la saison 2, qui sera titré « Un fils pour un fils ». Une autre scène rapide avec Criston Cole qui frappe un soldat avec son casque. Et j'y vois essentiellement un parallèle avec Daemon Targaryen, encore lui, qui, rappelez-vous, avait aussi fracassé un soldat avec son casque, puisqu'il était porteur d'un message qui ne lui avait pas plu en première saison. On a ensuite un rapide extrait de combat qui oppose à n'en pas douter les frères jumeaux Ser Eric et Arik Cargill. Pour rappel, Ser Arik est resté fidèle à Aegon, deuxième du nom, tandis qu'Eric a rejoint Rhaenyra sur Père Dragon. Enfin, Aemond qui dirige Vagar et survole un champ de bataille qui va vite tourner à la boucherie-rôtisserie généralisée
pour notre plus grand bonheur bien sûr. N'oubliez pas l'essai gratuit de Nextory en passant par le lien en description ou commentaire épinglé. Il sera de 45 jours, ce qui vous donne de quoi faire pour les soirées d'hiver ou d'éventuelles vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu, et dans ce cas laissez un pouce en l'air. Si vous l'avez détesté, laissez aussi un pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!